Bienvenue aux Attachés de Pride, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Et maintenant, notre troisième entrevue avec Monsieur André Bachand, député sortant de la circonscription de Richmond et candidat pour la Coalition Avenir Québec, mais aussi un ancien maire de la ville de Val-des-Sources, un ancien député au niveau fédéral. Monsieur Bachand, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Tout d'abord, c'est hyper apprécié. C'est la moindre des choses. Tout d'abord, une question par rapport à votre premier mandat au sein de la Coalition Avenir Québec de 2018 à l'heure actuelle. Nous aimerions savoir, vous satisfait du travail que vous avez réalisé, quel dossier que vous êtes content que dans votre circonscription, on a pu voir du progrès, ou à l'inverse, quel dossier vous avez hâte de retravailler si jamais vous êtes élu lors de l'élection du 3 octobre prochain? Mais c'est sûr qu'on a connu un mandat, disons, exceptionnel, extraordinaire dans tous les sens du mot. La job de député, c'est vraiment d'abord le service à la clientèle, aux citoyens. Ça, on n'en a jamais parlé. Même, tu sais, des gens qui viennent à ton bureau, qui t'appellent, qui ont des problèmes avec le Québec, etc., etc. Ça, je suis content. On fait avancer les dossiers, on règle les dossiers. On fait pas de miracle, cependant. Alors, le service aux citoyens, malgré la pandémie, je suis quand même très satisfait. Les dossiers plus apparents, c'est des dossiers qui traînaient depuis très longtemps. Le gaz naturel à Richmond, la 257 dans la MRC des Sources pour relier la montagne du Mont-Ham. Alors, c'est des dossiers comme ça qu'on est très fiers d'avoir pu réaliser malgré la pandémie. Et la chose que je regrette le plus, c'est cette mauvaise de pandémie de COVID-19 qui a retardé les dossiers et qui a mis quand même beaucoup de pression sur la population. Justement, vous parlez de COVID-19 et des dossiers qui ont retardé. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête? Si je peux même spécifier un petit peu plus les enjeux, notamment du côté de la MRC des Sources, plus précisément à Val-des-Sources, parce que de manière transparente, je suis un habitant de la place, c'est des enjeux-là, ils viennent quand même me toucher particulièrement. Est-ce que vous aviez un enjeu spécifique que vous vouliez mettre de l'avant lors du prochain mandat, le mandat prioritaire? Oui. Pour la MRC des Sources, je te dirais qu'on s'en est bien sorti. OK? Comme tu sais, donc, la route de la 257, ça faisait 60 ans que la route devait être faite parce que c'est une route qui n'est pas sécuritaire. C'est toute la question du développement de Saint-Adrien et dans le sud et de la montagne, comme je disais tantôt. Donc, pour la MRC ici, avec la prise en charge des gens du milieu depuis un bon bout de temps, ça va quand même bien. Écoute, on n'est pas sorti du pétrin complètement, mais il y a une diversification, comme tu sais, que c'est mis en place. Et au niveau des services à la population, par exemple, on va avoir un nouveau CPE ici à Val-des-Sources de 63 places. On va avoir du logement abordable pour nos personnes qui sont de 65 ans et plus, mais qui ont moins de revenus. Alors, ce sont des gestes comme ça. C'est toujours l'équilibre dans l'approche. Alors, dans la MRC des Sources, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des problématiques des fois plus locales. Exemple, dans la municipalité de Denville, il y avait des petites problématiques qui sont en train d'être réglées parce qu'il y a tellement de potentiel ici, c'est absolument incroyable. Donc, on travaille avec les différents partenaires. C'est sûr qu'on donne des ressources aussi, entre autres au niveau de la MRC, des ressources supplémentaires humaines et financières pour aider à la diversification économique. On n'a pas le choix de le faire. Il faut se diversifier. Comme tu sais, on était une ville mono-industrielle minière pendant très longtemps. Mais là, maintenant, on voit là que les gens se prennent en charge et ça va de mieux en mieux. Je veux vous lancer vers la situation du lac des Trois-Lacs. En fait, la contamination du lac, on le sait que, notamment sur le plan de la myriophilie IP, où est-ce que, la contamination du lac est à un point relativement concret. Je sais que la Coalition Avenir Québec, en fait, nous savons, pardonnez-moi, que la Coalition Avenir Québec a présenté son fonds bleu pour protéger nos lacs et nos rivières. Oui. Comment vous pensez mettre de l'avant cet enjeu-là à Val-des-Sources, parce qu'il est quand même assez important, mais qui touche aussi d'autres municipalités, avec votre promesse du fonds bleu pour les lacs et les rivières? Exactement. Donc, la promesse, parce que dans chaque région du Québec, il y a des problématiques avec les cours d'eau, avec les lacs, les rivières, tout ça. Donc, on s'est dit, ça va prendre un plan provincial parce que il faut trouver la bonne solution ou les bonnes solutions parce que, comme vous savez, aux Trois-Lacs, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs essais, on a mis quand même beaucoup d'argent depuis de longtemps pour trouver des solutions, que ce soit des tapis, que ce soit d'arracher, etc. Et on se demande si c'est la bonne solution. Donc, avec l'annonce du gouvernement, c'est que toutes les bonnes expériences qui se font ailleurs pourront être appliquées dans des plans d'eau comme le Trois-Lacs. Mais c'est pas facile à régler. C'est pas facile, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a différentes solutions, mais on n'a pas le choix. C'est de l'eau, c'est notre eau. Alors, on doit la protéger autant comme potable, mais aussi pour la baignade, la villégiature, etc. Donc, c'est un dossier qui ne s'agrera pas demain matin, mais au moins,
Il y aura les sommes d'argent puis une belle cohésion avec le changement, avec le partage d'expériences partout au Québec qui pourront être appliqués un peu partout. C'est vrai pour les Trois-Lacs, c'est vrai pour le lac Brompton, c'est vrai pour partout. Par rapport aux Trois-Lacs, nous savons qu'il y a certains citoyens qui se plaignent de l'utilisation du lac, notamment avec des bateaux avec des moteurs un petit peu trop élevés pour le type de lac que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'au-delà d'investir de l'argent dans des solutions quoi que ce soit, il faudrait peut-être réglementer un peu plus l'utilisation des installations nautiques ou de l'utilisation même de notre lac à ce point-ci? Oui, parce que les Trois-Lacs, c'est pas aussi grand que le lac Brompton, c'est quand même petit. Et puis l'année passée, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais ceux qui sont venus aux Trois-Lacs, il y avait tellement de bateaux, de pontons, c'était incroyable, ça n'était même dangereux. Alors, c'était vraiment, c'est une situation qu'on peut pas répéter, là, effectivement. Là. Non, exactement. Donc, il y a moyen, c'est sûr que nous, on n'a pas vraiment de contrôle au provincial là-dessus, mais un plan d'eau comme les Trois-Lacs les bateaux à moteur devraient être soit limités en termes de nombre de forces, en termes de quantité aussi. On a moyen de dire, après tant d'embarcations moteurs sur un lac, ça serait bien qu'on puisse en limiter le nombre, que tout le monde puisse y participer d'une façon sécuritaire dans le tour de rôle. Alors, si on est capable d'attendre pour un manège, on est capable d'attendre son tour pour profiter du plan d'eau des Trois-Lacs, mais en même temps, au niveau du gouvernement provincial, on a peu de levier là-dessus, mais à ce moment-là, est-ce qu'on devrait même interdire, exemple, dans un plan d'eau comme les Trois-Lacs, les bateaux moteurs complètement? Ça, c'est une grande discussion qu'il va falloir avoir éventuellement. Mais moi, a priori, je suis pas pour l'interdiction, plutôt pour avoir probablement d'éducation aux gens et peut-être de limiter le nombre de bateaux ainsi que la puissance de moteur. On va changer de sujet un peu, M. Bachand. La mairesse de Sherbrooke, Mme Baudin, au dernier conseil municipal, a littéralement lancé un cri du cœur par rapport au financement des municipalités au Québec. Elle fait référence aux baisses d'impôts des différentes parties, comme quoi, en fait, il y a 4 des principaux partis au Québec qui prévoient des baisses d'impôts. Elle a mentionné que les municipalités ont vraiment besoin de financement afin de financer les infrastructures publiques, là. Elle a mentionné que 58% des infrastructures publiques sont sous la charge de responsabilité des municipalités, excusez-moi, mais qu'elle reçoivent seulement 8%. Madame Baudin espère, réclame, comme plusieurs municipalités au Québec, 1% de la TVQ afin de financer adéquatement les infrastructures publiques. Croyez-vous que l'intervention puis le financement des municipalités sont la clé pour certains enjeux importants de la campagne comme l'environnement, la crise du logement, même on peut même jusqu'à aller là, jusqu'à un certain point l'accès aux ressources en santé mentale dans certains organismes. Là. Oui, il ne faut pas donner plus de pouvoir aux municipalités qu'ils en ont. Parce qu'ils ont amplement de responsabilités et de pouvoir. Pour ce qui est du financement, ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'on a signé un nouveau pacte fiscal et derrière les 2 unions municipales, autant l'UMQ que la FQM étaient contentes et ça a été la ville de Sherbrooke. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie et les municipalités se sont trouvées avec un manque d'argent. Le gouvernement a été présent, très présent. Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a encore une nécessité de les aider financièrement? Oui, bien sûr. On les laissera jamais tomber, les municipalités. De là à dire, de donner un point de TVQ, dans le pacte fiscal et dans les annonces subséquentes qui ont suivi, le montant a été octroyé. Mais le gouvernement provincial veut se garder ce pouvoir de taxation, comme les municipalités gardent le pouvoir de taxation foncière. Mais est-ce qu'il y a des défis au niveau du financement des municipalités? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on les accompagne, mais peut-être pas en transférant des points de taxes de vente, mais en les aidant de façon, non pas ponctuelle, mais avec un financement à la mission des municipalités, c'est-à-dire qu'ils soient capables de remplir leurs responsabilités pour les citoyens qu'ils représentent, effectivement, parce que c'est un gouvernement de proximité. Alors, on a été là durant 4 ans. Est-ce qu'on peut en faire plus? On peut toujours en faire plus, mais on va le faire avec en accompagnant, par exemple, toutes les municipalités et les 2 unions. Au-delà du financement des municipalités, vous le savez, nous le savons, vous avez été maire, donc oui. vos connaissances en affaires municipales, vous les connaissez. Est-ce que du côté de la Coalition Avenir Québec ou de votre côté personnellement, quels devraient être les enjeux importants concernant les relations municipales et provinciales lors du prochain 4 ans? Est-ce que vous avez, parce que là, à l'heure actuelle, c'est un enjeu à l'heure actuelle, au moment de la campagne, on en parle moins puisque d'autres enjeux où est-ce qu'on met de l'avant, mais est-ce que vous avez certaines idées ou certaines promesses que
vous avez en tête pour les relations municipales provinciales? Ben, ce qu'on a réalisé, entre autres, ce qu'André Laforêt, la ministre des Relations et des Affaires municipales, a fait, c'est un lien de proximité avec les municipalités. Les municipalités sont notre partenaire privilégié. Et c'est pour ça que, comme je disais tantôt, renouveler le pacte fiscal, augmenter les sommes d'argent, entre autres, au niveau du transport en commun. On sait que les ressources financières ont diminué beaucoup durant la COVID. Donc, exemple, Sherbrooke, si je ne me trompe pas, c'est près de 17 millions qu'ils ont reçus supplémentaires. Donc, les sommes d'argent sont là, mais c'est ce que les municipalités demandent, c'est d'avoir plus de prévisibilité. Et ça, je suis d'accord. On a toujours, quand j'étais maire, on a toujours demandé au gouvernement, donnez-nous un financement prévisible pour que nous, on soit capables, les municipalités, de prévoir nos travaux, de prévoir notre financement et de prévoir nos hausses ou non de taxes. Alors donc, ce que je retiens de ce que vous me posez comme question, c'est que les municipalités ont besoin d'un coup de main, c'est sûr, mais surtout de prévisibilité financière. Super. Pour un enjeu qui touche votre circonscription, puisque oui, la circonscription de Richemont a un grand territoire, elle va jusqu'à Rock-Forest, dans surtout l'arrondissement de Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville à Sherbrooke. Nous savons, il y a un gros enjeu à l'heure actuelle d'accessibilité et de fréquence des transports en commun à l'heure actuelle. On sait, si on est à Rock-Forest, c'est plus difficile et compliqué d'utiliser un transport en commun viable pour aller au centre-ville de Sherbrooke notamment. Est-ce que vous, à la Coalition Avenir Québec ou même vous, personnellement, vous croyez que vous avez certains propos à avouer là-dessus, ou est-ce que vous avez certaines idées ou solutions par rapport à cet enjeu qui va toucher de plus en plus les Sherbrookois dans les années à venir, là? Oui, effectivement, vous avez raison. Le comté de Richemont, c'est le troisième plus nombreux, populeux au Québec. C'est pas le plus grand, mais le troisième, avec 80 000 personnes. Puis comme vous dites, vous avez raison, 40 000 en milieu urbain, donc on ferait Deauville, et 40 000 dans 21 municipalités rurales ou semi-rurales. Pour ce qui est de toute la question du transport en commun avec la STS, effectivement, on sait, on travaille avec la STS, la ville de Sherbrooke là-dessus, ils sont en train de revoir aussi la maximisation des circuits. C'est jamais facile parce que c'est très complexe, c'est extrêmement coûteux aussi, mais on les accompagne là-dedans avec, entre autres, son président. Alors donc, il y a des discussions qui se font pour améliorer l'offre de service, mais en même temps, oui, il faut améliorer l'offre de service, mais toujours la question, en guillemets, là, de rentabilité des différents circuits. Alors donc, c'est sûr que c'est pas juste à Rock-Forest, mais un peu partout sur le territoire de la municipalité de la ville de Sherbrooke. Il y a des problématiques de transport, mais nous, au travail, la STS est bien positionnée, elle est sur le terrain, il fait un bon boulot, puis nous, on va les accompagner là-dedans pour la réalisation. Vous parlez d'accompagnement avec la STS. De quelle façon vous les accompagnez? Et si je peux continuer dans ma question, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour ce genre d'enjeu? Est-ce que c'est plus un financement soutenu ou au contraire, c'est plus essayer de construire ou d'évaluer les besoins et de construire un système de transport en commun un petit peu plus structuré à l'heure actuelle pour les besoins, puisqu'on le sait, le Rock-Forest et l'arrondissement n'a pas été formé et n'est pas 100% efficace pour le trajet en autobus notamment. Donc, oui, comment vous accompagnez la STS dans leur travail? Effectivement, puis même d'ailleurs, sur un sujet lié à ça, c'est qu'on parle beaucoup de plus en plus d'une école secondaire dans le secteur Rock-Forest. Alors, et la question du transport, vous avez raison, va devenir une question importante. Si on construisait une école secondaire dans le secteur Rock-Forest, par exemple, je vous dis pas qu'il va en avoir une, mais la question du transport a été soulevée à plusieurs reprises. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que la STS, la ville de Sherbrooke, connaît ces problématiques. C'est pas à nous à venir dicter à la STS quoi faire. Au contraire, nous, on est là pour les accompagner parce qu'ils connaissent les problématiques, ils connaissent leur population. Alors, nous, on est là pour les accompagner. Donc, la STS a des projets, la STS veut changer des choses. On va être là pour les accompagner, bien sûr, financièrement, si c'est nécessaire, bien sûr. Vous en avez parlé un peu brièvement, là, évidemment, de l'école secondaire. Là, on vous a vu avec les deux candidates, là, avec la députée sortante, Mme Hébert, puis la candidate dans Sherbrooke, Mme Saint-Hilaire, faire l'annonce d'une nouvelle construction, en fait, d'une nouvelle école Montcalm. On le sait que la pandémie a amené davantage de gens à venir s'installer dans les régions du Québec, puis l'étalement urbain aussi. L'enjeu des nouvelles écoles aussi à Rock-Forest, là, une école secondaire, c'est quand même assez criant. Là. Vous avez mentionné justement que
il y aura pas d'annonce pour nécessairement une nouvelle école secondaire, là. Mais est-ce qu'il va y avoir des agrandissements des écoles qui sont déjà présentes dans cette tranche-là de Sherbrooke, ou éventuellement peut-être une annonce là, pour desservir là, la population qui a besoin là, d'une nouvelle école là, à cause de l'exode qu'il y a eu? Oui, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a premièrement les agrandissements. Alors donc, pour que les écoles offrent un service avec la croissance démographique de leur milieu, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la mise à niveau. Mitchell-Morecambe, là, c'est de dire que cette école-là a besoin d'une mise à niveau, donc une construction neuve. Et ce qu'on va faire avec le bâtiment par après, on va en faire une école de francisation pour nos immigrants puis nos travailleurs temporaires étrangers. Donc ça, c'est un projet qui est annoncé, comme vous le disiez. Pour ce qui est des écoles, effectivement, il y a une demande qui est très forte. Si je regarde dans mon comté proche de Sherbrooke, Saint-Denis de Brompton, qui connaît une croissance démographique absolument exceptionnelle. Donc, pour 2-3 ans, ça va être des classes modulaires. Puis quand je dis des classes modulaires, je ne parle pas de roulotte de chantier. Là. Les gens peuvent aller voir, c'est quand même de très haut niveau. Mais c'est sûr que construire une école, ça prend du temps, ça coûte extrêmement cher. Je regarde dans le comté de Richmond, on a annoncé des agrandissements. Il n'y a pas tellement longtemps, mais il y avait même l'agrandissement à Saint-François-Xavier de Brompton qui est retardé d'1 an parce que il y a eu la grève des ingénieurs, mais les coûts ont explosé. Donc, autant pour les municipalités que pour le gouvernement du Québec, il faut revoir les ressources financières pour les projets parce que ça coûte une fortune. Mais les écoles, c'est une priorité du gouvernement. On a investi des sommes d'argent en record, mais on n'est même pas encore capable de reprendre le retard, tellement il y a de travail à faire. Justement, vous avez mentionné pour les écoles, là, il y a une nouvelle école qui est annoncée à Sherbrooke, mais pourquoi il n'y en a pas une dans votre circonscription, dans ce secteur-là de la ville, à Saint-Denis-Brompton, justement? Là? Parce que sinon, ça peut avoir l'air pour les électeurs là, un peu d'une promesse plus électoraliste. On va promettre une école dans une circonscription qui appartient pas à CAQ, mais aussi il y a un besoin de d'autres écoles dans la circonscription juste à côté, là, qui est la vôtre. Là. Ah non, mais l'école à Saint-Denis va se faire. C'est pas une promesse, c'est une obligation de toute façon. C'est-à-dire, quand tu es rendu à mettre des unités modulaires, c'est parce que il faut donner une place à tes étudiants, tes garçons et tes filles. Alors ça va se faire. Mais de dire on va réaliser ça demain matin, ça prend 2 à 3 ans. C'est beaucoup de démarches administratives, des architectes, puis des architectes, là, entre vous et moi, là, sont très occupés ces temps-ci. Alors donc, à Saint-Denis, ça va se faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et si je regarde dans mon comté, l'agrandissement de l'école à Racine, ça va se faire avec le gymnase double à Saint-Georges-de-Windsor, ça va se faire. Saint-François-Xavier de Brompton, c'est retardé, mais ça va se faire l'année prochaine, la rénovation et l'agrandissement. Donc, on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'efforts, mais on ne choisit pas que c'est un comté caquiste ou solidaire. On y va avec la démographie, on y va avec les besoins des enfants dans nos communautés. On l'a dit plus tôt en entrevue, vous avez été, dans le fond, vous êtes un ancien maire d'Asbestos, là, donc vous avez pu voir l'évolution de la ville au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a une manière pour davantage développer les petites municipalités pour qu'elles deviennent viables, puis aussi encourager les gens à ne pas quitter les petites municipalités comme qu'il y a dans votre circonscription? Mais l'idée, c'est pour venir à la base. Hein? Donc, dans une municipalité, on doit retrouver des emplois. Si possible, diversifier, parce que sinon, on est pris avec une entreprise. Donc, de diversifier les entreprises qu'on a sur le territoire. Puis après ça devient la base. La base, c'est quoi? Ça prend du logement, des maisons. Ça prend un CPE, ça prend des écoles. Alors, c'est vraiment à la base. Et c'est pour ça qu'on se bat pour garder nos écoles, que ce soit à Saint-Adrien, que ce soit à Wharton, partout. Nos services de garde, comme je dis, on a annoncé des nouvelles garderies à Saint-François-Xavier de Brompton, à Racine, à Val-des-Sources. Donc, c'est l'offre pour développer une municipalité, c'est la base. Alors, est-ce que tu trouves une épicerie, un dépanneur, un CPE, etc., comme je disais. Et c'est comme ça que la municipalité va se développer, en plus de l'aspect plus entreprise, commerce, industrie. Je voulais revenir sur vos propos plus tôt cette semaine, lors de votre annonce, vous, Mme Hébert et Mme Saint-Hilaire, par rapport à l'environnement, vous avez, les trois, vous et vos collègues, vous avez critiqué le plan environnemental de Québec solidaire et vous pointiez du doigt le parti en disant que c'est vous incitez à la co-anxiété des individus. Moi, nous, ce que nous voulons savoir, c'est, vous, de votre côté de la Coalition Avenir Québec, quelles sont vos mesures pour vraiment combattre l'environnement? Vous avez mentionné notamment que vous allez
miser sur la transition énergétique avec les infrastructures déjà présentes, notamment le parc solaire de l'Université de Sherbrooke. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut être bénéfique pour la ville de Sherbrooke, mais aussi la population en général, notamment sur le plan des changements, sur le plan des changements climatiques? Okay. Je veux juste revenir que la question n'était pas sur les plateformes des différents partis au niveau de l'environnement, des changements climatiques. La question était qu'il y a un constat que les jeunes font beaucoup d'éco-anxiété. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'éco-anxiété? Et ma réponse était très claire. J'ai même pas parlé du programme de Québec solidaire ou du PQ, ça, absolument pas. J'ai dit, lorsqu'un parti annonce son programme environnemental, puis il dit que c'est le plan de la dernière chance, c'est ça le titre du programme, plan de la dernière chance. Ça veut dire que là, si ça se réalise pas demain matin ou d'ici 4 ans, on est tous dans la merde. C'est ça que ça veut dire. Si ça vient pas augmenter le risque d'éco-anxiété, je sais pas ce que ça peut faire. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'était irresponsable d'appeler un plan, de se dire les meilleurs, en disant que notre plan, c'est le plan de la dernière chance, c'est avec nous, vous allez survivre, ou sinon vous allez faire autre chose. Alors, c'est sur ce point-là très précis, mais je suis pas rentré dans les plans là, de 55 %, nous c'est 37 de 90 par rapport à 2030. On n'est pas rentré là-dedans, c'est très technique, c'était sur la question de l'éco-anxiété. Je pense que chacun d'entre nous avons une grande responsabilité au niveau environnemental. Tout le monde reconnaît, de notre côté, on reconnaît les changements climatiques depuis longtemps. Les changements climatiques, mais aussi l'environnement. On s'est engagé à faire la consigne du verre, ça devait arriver en 2022, ça va arriver en 2023. Donc, et pour nous, un plan environnemental doit être crédible dans le sens qu'on doit être capable d'atteindre des cibles pour pouvoir garder la motivation des gens à maintenir la lutte contre les changements climatiques et pour l'environnement. Donc, nous, on croit sincèrement qu'on a un bon plan d'action. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça va jusqu'à dire que c'est le meilleur? Absolument pas. Mais on a un plan qui est crédible avec des cibles qu'on va atteindre. Et c'est comme ça qu'on va être capable de créer une crédibilité dans la population communautaire pour aller plus loin par après. Justement, quelles sont vos solutions pour atteindre vos cibles, justement, de manière plus concrète? L'électrification des transports, 40 % là, des GES qu'on fait au Québec, c'est le transport. Donc, ça, c'est clair. Puis, on a une ressource qui s'appelle l'hydroélectricité, l'électricité. Donc, je dis l'électricité, l'hydroélectricité, parce que ce que le premier s'est annoncé, c'est sûr que l'hydroélectricité va demeurer notre force brute, mais on va y aller avec de l'éolien, on va y aller avec du solaire, parce que le solaire, comme ce qu'on était à l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire avant, ça prenait, je sais pas comment pécorer pour faire 1 kWh avec le solaire. Maintenant, les technologies sont tellement améliorées. Donc, le Québec va demeurer un des plus grands producteurs d'électricité au monde, mais avec différentes sources. Parce qu'il faut s'attaquer au transport. Et le transport, c'est notre premier objectif, parce qu'on est capable de le contrôler plus facilement. Pour les grandes entreprises, c'est plus difficile, c'est plus à moyen et à long terme, mais pour le transport, ça peut se faire quand même assez rapidement, tout étant relatif. Donc, d'un 3 à 5 ans, on pourrait faire en sorte que notre flotte soit beaucoup plus verte et à ce moment-là, diminuer les gaz à effet de serre. Ça, c'est un exemple. Mais c'est un exemple qui est crédible, puis c'est un exemple qu'on peut le faire parce qu'on a les ressources pour le faire. Vous parlez dans le fond de l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Est-ce que l'Université de Sherbrooke va pouvoir, via ses chaires de recherche, avoir un rôle à jouer justement pour développer davantage ces modes de production d'énergie-là? Est-ce que l'Université va avoir un rôle à jouer? Puis aussi, par rapport à l'efficacité énergétique aussi, c'est bien beau là, de dire qu'on va produire plus d'électricité, là, mais aussi un des enjeux importants, c'est l'efficacité énergétique, là, c'est de réduire un peu via, dans le fond, les innovations, technologies, notre consommation d'électricité. Là. Oui, puis de faire en sorte que ce qui fonctionne à l'électricité, dorénavant, en prend moins. Alors que ce soit tous les appareils de cuisine, n'importe quoi, c'est d'en prendre moins. On l'a fait beaucoup, exemple les ampoules. Hein? Les ampoules fluorescentes à la pose d'elle, tu sauves une fortune. Donc, c'est tous ces petits gestes-là ou ces grands gestes-là qui vont aider. Puis c'est sûr que l'Université de Sherbrooke va jouer un rôle important. Il joue un rôle important parce qu'on est chanceux au Québec. En Estrie, on a l'Université de Sherbrooke. C'est la plus grande université hors Québec et Montréal. On est privilégié d'avoir cette université-là. Et c'est sûr que l'Université de Sherbrooke est à l'avant-garde sur plusieurs dossiers. Mais aussi, il faut faire affaire avec les entreprises privées. Exemple, pas loin de Val des Sources, comme vous savez, on a King's Falls, Boralex. Alors donc, Boralex
fait un peu de solaire, mais fait beaucoup d'éolien. Et c'est à côté de chez nous. Donc, encore une fois, même l'éolien, on est capable d'améliorer les pales pour qu'à chaque tour que l'éolienne fait, elle produise plus d'électricité à moindre coût. Donc, et toute cette technologie-là est en évolution et le Québec est très, très, très bien positionné, surtout qu'ici en Estrie, avec l'Université de Sherbrooke, on est très privilégié, encore une fois. Monsieur Bachand, merci infiniment pour votre temps d'entrevue. Ce fut très apprécié. Merci beaucoup, puis content de parler un Val-sur-Sien. Merci, c'est très apprécié de vous êtes apprécié. Puis on vous souhaite une excellente suite pour la campagne. Là. Très apprécié, t'es gentil, au plaisir. Merci. Au plaisir. Et sur ce, chers auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire. Au retour, on conclut cet épisode chargé en politique. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.